Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. Les élections législatives approchent à grands pas. Dans une semaine, les Français sont appelés aux urnes. Mais certains ne se disent plus du tout intéressés par la vie politique. Pour les européennes, un électeur sur deux n'est pas allé voter. Et nous sommes allés à la rencontre des abstentionnistes avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. 2 mois après la crise, ils se rassemblent dans les Côtes-d'Armor. La circulation a été bloquée et un feu a été allumé. Ils réclament toujours le versement d'urgence de certaines aides financières. Nous écouterons leur témoignage avec nos partenaires TBO et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme sur place. Dans ce journal également, les policiers se préparent à une large grève. Cet été, ils seront mobilisés pour les Jeux Olympiques, en pleine vacances scolaires pour eux. En réponse, le gouvernement avait annoncé une prime exceptionnelle, mais cette mesure risque de ne pas voir le jour. Nous y reviendrons avec notre partenaire Moselle TV. Et puis c'est un petit coin de paradis dans le Grand Est. Nous irons à la rencontre de ce couple qui a créé un jardin hors du commun. Les plantes viennent des 4 coins du monde et la visite est même ouverte au public. Nous y reviendrons dans ce reportage exclusif avec notre partenaire Puissance TV. Et le compte à rebours est lancé. Le premier tour des élections législatives est dans une semaine. Les électeurs vont-ils se mobiliser massivement? C'est toute la question. Pour les européennes, un Français sur 2 n'est pas allé voter, vous le savez. Alors, à l'approche du premier tour, vont-ils se rendre aux urnes? C'est la grande question. Et pour comprendre, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs abstentionnistes dans ce reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Regardez. Près de Bordeaux, à Senon, c'est la France insoumise qui est arrivée en tête des élections européennes. Pourtant, c'est bel et bien le taux d'abstention, quasiment 58%, qui domine. Cette habitante, par exemple, comme 7 Français sur 10, ne croit plus en la politique. C'est surtout que c'est toujours pareil, toujours des promesses, toujours des choses, des trucs, en fin de compte, rien ne bouge. Il faudrait que quelqu'un se change quelque chose. Mais là, bon, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, on a toujours les mêmes problèmes. Et donc cette année, j'ai dit, ben non, ça sera ce que le bon Dieu voudra. Elle fait partie des abstentionnistes résignés. Mais cette fois, certains d'entre eux ont décidé de faire entendre leur voix. Alors qu'ils ne s'étaient pas déplacés devant les urnes au second tour des présidentielles de 2022, pour ces élections législatives, il ira voter, mais pas pour faire barrage. Aujourd'hui, mon vote sera un vote de conviction et pas pour faire obstacle à tel ou tel parti ou telle personne, mais vraiment par conviction. Je vais voter pour le candidat ou les candidats qui m'intéressent et pour lesquels j'ai envie de voter. Ouais. Au Bouscat, où l'abstention a atteint presque 40%, les votants croisés ce jour-là comprennent la résignation quasi générale. On comprend que les gens sont las un peu de tout ça. Voilà, ils n'ont plus envie. Parce que justement, parce qu'on ne donne pas la voix à celui qu'on aimerait. On fait toujours contre quelque chose. Signe positif tout de même, le taux de participation enregistré aux élections européennes du 9 juin était le plus élevé depuis 1994 pour ce scrutin. Voilà, et l'annonce de la dissolution a aussi bousculé les calendriers des étudiants. Ils s'organisent rapidement avant les élections. Entre les vacances, le retour chez les parents et les jobs d'été, c'est compliqué. Leur emploi du temps est tout chamboulé. Pour voter sereinement, certains font donc le choix de la procuration, une solution efficace quand on ne peut pas se rendre aux urnes. Écoutons leur témoignage chez notre partenaire TL7 dans la Loire. J'ai voté à l'école élémentaire de Chavanel. Et là, du coup, pour les prochaines élections, j'avais pensé, normalement, je rentrais chez moi dans la région parisienne. Et là, j'ai un petit problème, c'est que du coup, il va falloir que je fasse les allers-retours sur les 2 dimanches. J'avais regardé avec ma copine pour partir en vacances. Et du coup, je vais faire procuration pour que mes parents votent pour moi, quoi. Les démarches, ça me fait pas forcément peur. J'ai ma copine qui l'a déjà fait, donc je verrai comment ça se passe en ligne et puis je suivrai ce qu'ils disent. Et puis les imprimeurs sont aussi débordés par ces élections. En quelques jours, il a fallu sortir des milliers de documents de campagne pour les 49 millions d'électeurs. Ils sont aussi confrontés aux règles très précises du code électoral. Et parfois, les candidats d'un même département sollicitent une seule imprimerie, comme à Saint-Nabord dans les Vosges. Julien Clavelin-Baquet et Thomas Herman, pour notre partenaire Vosges Télévision, s'est rendu sur place. Des centaines de milliers de documents électoraux par candidat à imprimer en 3 jours. Ce contexte de campagne éclair des élections législatives ne touche pas que les partis politiques, comme ici dans cette imprimerie à Saint-Nabord, sollicitée par 7 candidats vosgiens pour imprimer affiches, professions de foi et bulletins de vote.
Il a fallu déjà trouver le papier, ça a déjà été compliqué parce que les papetiers ont été pris de court. On a dû faire 2 voyages sur Paris pour réussir à s'approvisionner parce que notre papetier habituel n'avait plus de papier. Il a fallu faire des équipes supplémentaires, travailler de nuit. Heureusement que les salariés étaient là pour répondre à la demande. Une cadence musclée mais imposée par la situation. Certains des candidats ont envoyé leurs documents de propagande électorale seulement la veille de la date limite de dépôt. Un timing très serré donc pour sortir ces pièces. S'agissant des professions de foi et des bulletins de vote destinés aux partis, leur nombre de tirages est proportionné à la population de chaque circonscription. Les partis, une fois qu'ils ont fait leur inscription à la préfecture, ils reviennent vers nous avec les quantités que leur ont donné la préfecture. On imprime et ensuite il faut qu'on envoie aux routeurs selon les conditions qui ont été définies. Il faut qu'on fasse toutes les listes qui nous ont été confiées en très peu de temps. On va être sur 3-4 candidats par jour. On est à peu près sur 100 000 professions de foi par candidat. Les dernières législatives vont représenter environ 60 000 € de chiffre d'affaires pour l'imprimerie. Cette année, elle en anticipe moitié moins. En cause, le bien plus faible nombre de candidatures. Celles qui obtiendront un score supérieur ou égal à 5% verront leurs frais de campagne remboursés par la préfecture. Et puis vous allez le voir, la colère des agriculteurs n'a pas cessé. 2 mois après la crise agricole, ils se sont rassemblés dans les Côtes-d'Armor. La circulation a même été bloquée et un feu a été allumé. Des remorques remplies de matériaux inflammables ont aussi été déversées. Ils réclament toujours le versement d'urgence des aides financières et des mesures climatiques. Écoutons l'un d'entre eux au micro de Mathilde Kemener, de notre partenaire TBO et notre partenaire TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme. L'État s'est engagé sous 10 jours, on est 2 mois plus tard. Certes, les choses avancent et un certain nombre d'agriculteurs sont payés, mais encore loin de la moitié. Et il manque encore beaucoup de gens qui ne sont pas payés, qui sont dans des situations de trésorerie difficiles. On ne peut pas accepter ça, quoi. Et puis les maraîchers sont aussi en colère face au mauvais temps. Partout en France, la saison printanière a été beaucoup plus pluvieuse que la normale. Les fruits et les légumes ont parfois pourri même sous l'effet de l'humidité. Certains maraîchers parlent d'une des pires saisons qu'ils n'aient jamais connues. Dans les Hauts-de-France, la situation est critique et Jérôme Houbron est allé sur place. Jérôme Houbron de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Un ciel gris et des allées presque vides. L'ambiance est inhabituelle dans cette cueillette en libre service. La faute à une météo capricieuse marquée par de très longues journées de pluie. On devait venir déjà hier, bon, on a remis. La semaine dernière, on a remis aussi à cause de la pluie. Puis on attendait les fraises. Avant, on en faisait des barquettes plein la brouette. Et là, on n'a qu'à fond de barquettes. Les fraises, justement, sont les plus touchées par ce début de printemps pluvieux. Ici, l'humidité ambiante des dernières semaines favorise non seulement les maladies, mais aussi la prolifération de limaces, friandes de fruits rouges. Nous, ça fait 12 ans qu'on fait ça et j'ai jamais vu une proportion de limaces aussi importante et même des petits escargots. On met du produit bio. Et l'inconvénient du produit bio, c'est que dès qu'il pleut, il ne fonctionne plus. Mais du coup, comme il pleut beaucoup, c'est un cheminement qui est assez compliqué. Selon Météo France, depuis le début du printemps, la région a déjà connu plus d'1 jour de pluie sur 2. De quoi bousculer le calendrier des agriculteurs. Ces terres devraient déjà être semées en courge depuis 4 semaines. On a eu quand même quasiment 1 mois où on ne pouvait pas travailler normalement. Du coup, on espère avoir une belle arrière-saison sur le mois d'octobre parce que ça va reculer la date de récolte. Et si on les récolte trop tard et qu'on n'est pas en bonne condition suffisamment sèches, elles vont conserver moins longtemps et voire être moins grosses. Pour s'assurer une belle cueillette, mieux vaut se tourner vers les variétés de fraises dites tardives ou miser sur l'artichaut, l'un des seuls légumes à ne pas craindre les pluies abondantes. Direction la Martinique dans ce journal. L'île est depuis plusieurs semaines frappée par une sécheresse inédite. Et malgré plusieurs jours de pluie, les robinets sont de nouveau à sec. Dans certains quartiers de la capitale, aucune goutte ne sort des tuyaux. C'est une situation parfois très compliquée à vivre, notamment pour les personnes âgées qui ne sont pas toujours au courant. Un reportage signé Ryan Haneas pour notre partenaire Via TV sur place. Odissi l'avait annoncé, l'eau ne coule plus dans les robinets de certains quartiers de la Cassem. C'est le cas à Plateau Fofo à Chelcher, où depuis 2 jours, plus une goutte ne coule, ce qui ne fait pas les affaires de ces personnes âgées notamment. Ça fait 2 jours on n'a pas d'eau. En plus, ça n'a pas été averti. Parce que c'est Mme Valdo, c'est elle qui m'a dit vers 7h30, elle m'a dit l'eau, il n'y aura pas d'eau. J'ai eu le temps de remplir qu'un seau d'eau, pas plus. Ce matin, livraison de bouteilles d'eau pour plusieurs habitants du quartier.
Geneviève, hospitalisée il y a quelques jours, commence à manquer de stock. Ça là, c'est tout. Pour la toilette, voilà tout ce qui manque. Aujourd'hui, il y a le robinet, je le lève, il n'y a aucune eau qui apparaît. Puisque je vous dis, pour faire ma toilette, c'est un combat. Je suis obligée de prendre une petite bouteille. Là, je vais partir tout à l'heure chez ma fille pour aller prendre une bonne douche. Ça fait 3 jours que je n'ai pas pris vraiment une bonne douche. Alors pourquoi ici, un bâtiment senior en plus, on n'a pas d'eau? La ville de Schellcher a mis en place un dispositif pendant ces coupures, une distribution de packs d'eau pour les foyers en difficulté depuis plus de 24 heures. Dans ce bâtiment, 140 packs d'eau sont fournis aux familles. Régulièrement, on a pour habitude, quand il y a cette situation, bien entendu, qu'on puisse mettre à disposition des administrés des citernes pour les besoins usuels de la famille. Et en face, il y a une distribution d'eau potable qui se fait. Comme tel est le cas aujourd'hui, on distribue des packs d'eau potable aux familles qui en ont besoin. Des citernes sont également installées par la commune dans différents quartiers, comme ici à Plateauroy. Et puis, comment parfois sauver nos magnifiques paysages détruits par des détritus? À Champs-Rousse, dans les Alpes, une opération zéro déchet a été mise en place il y a plus de 20 ans. Un dispositif qui réunit chaque année des habitants et des employés des remontées mécaniques. Ensemble, ils ramassent les déchets laissés par les passants et après des années de travail, ils commencent à voir les résultats. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Grenoble sur place. Des emballages plastiques ramassés par kilo et des mégots de cigarettes par centaines. Cela fait plus de 20 ans que l'opération Champs-Rousse propre réunit des habitants et employés de la commune pour ramasser les déchets laissés par les touristes. On va faire les marches. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici et d'année en année, on a de moins en moins de déchets. Donc ça veut dire quand même que les gens sont sensibilisés au respect de la nature et des stations, mais il y en a toujours. Il y en a toujours et tant qu'il y en a toujours, il faut être là. Pistes de ski, front de neige, parking, tous les coins sont ratissés pour offrir aux touristes un environnement propre avant la saison estivale. On vit du tourisme, donc je ne dis pas qu'il faut accepter ce genre d'incivilité, mais ça fait partie des inconvénients des stations de tourisme. Depuis 2017, Champs-Rousse est labellisé Flocon Vert et garantit son engagement dans le développement durable, une démarche portée par l'association Mountain Riders dans l'objectif de réduire d'ici 2030 100% des déchets sauvages en montagne. Pour aller plus loin, l'association Mountain Riders a demandé aux signataires, ils ont créé une charte qui s'appelle la charte Zéro déchet 2030. Donc l'objectif, c'est que les signataires de cette charte adoptent justement un spot, c'est-à-dire qu'il y aura 2 ramassages pendant 3 ans et ça permet vraiment d'avoir une caractérisation très précise des déchets et pouvoir vraiment les limiter à la source. Une action importante pour sensibiliser les habitants et permettre à la nature de récupérer ses droits. On est au début de l'océan en fait, c'est le début. Après les déchets vont contaminer les torrents, les rivières, les fleuves et la mer. Donc l'idée c'est de récupérer le plus tôt possible pour éviter une contamination en aval. Et à la fin de la matinée, c'est l'heure de la pesée. 7,5 Déchets verts, métalliques ou dus à l'exploitation, au total, pas moins de 200 kilos ont été ramassés. Comment se préparer à des situations inattendues? C'est l'objectif de ces pompiers à Rennes. Dans la ville bretonne, ils se forment notamment aux techniques de sauvetage animalier. Comme ils prennent en charge des animaux en détresse, blessés ou en fuite, ils peuvent aussi être confrontés à des comportements agressifs, malheureusement. Pour travailler en sécurité, ils s'entraînent même à se faire mordre par des chiens policiers. Regardez ce reportage de notre partenaire TVR sur place à Rennes. On va prendre un peu plus d'élan, écartez-vous, il reste plus de place. Monter un cheval dans un camion paraît simple, mais ces secouristes sont avant tout pompiers et n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec des animaux. Pour faire partie de l'équipe animalière, les sapeurs-pompiers suivent donc une formation initiale d'1 semaine, suivie d'un rappel chaque année, plus pointilleux, comme aujourd'hui avec les chevaux. Allez. Nous, quand on va intervenir, c'est qu'ils n'ont plus leur comportement habituel. C'est qu'il y a une situation qui s'est passée, stressante ou haute, et donc du coup, le propriétaire ne peut plus agir par lui-même. Et là, c'est là où nous, on va pouvoir intervenir et pouvoir gérer au mieux cette situation-là. Avance. Lorsque l'animal est en réel danger, la manœuvre des secouristes devient plus compliquée.
Ils doivent donc se préparer à toutes les éventualités. Le fait de travailler dans un cadre sécuritaire comme ça, ça permet d'appréhender les choses et puis de démystifier ce petit cheval qui est un peu majestueux et puis qui peut faire peur. L'équipe animalière peut intervenir pour des chiens, des chats, des reptiles ou même des animaux d'élevage, comme ici pour cette génisse retrouvée sur la rocade de Rennes. Du fait que cet animal peut présenter un danger de suraccident au niveau de la voie publique ou de la circulation avec les voitures et les camions qui traversent. Pour les maîtriser, malheureusement, soit on arrive à les contenir dans un endroit qui est clos. La deuxième solution, c'est de les endormir. C'est tout l'enjeu de ces mises en situation. Et après quelques heures d'entraînement, les pompiers finissent par apprivoiser le cheval. Ils descendent très très bien. Et puis nos policiers vont-ils bientôt se mettre en grève? Cet été, ils seront mobilisés, vous le savez, pour les Jeux Olympiques en pleine période de vacances scolaires. En réponse, ils avaient réclamé une prime exceptionnelle. Le gouvernement avait annoncé un bonus de 1 900 € en janvier dernier. Mais depuis, rien n'a bougé. Alors, à Metz notamment, la police municipale prévoit une grève du 26 au 28 juin lors du passage de la flamme olympique. Baptiste Ancet pour notre partenaire Moselle TV. Pendant le passage de la flamme olympique à Metz, près de 120 policiers municipaux seront sur place. Toutefois, ce nombre peut être vu à la baisse si le préavis de grève lancé par le syndicat UNSA territoriaux de la ville se concrétise. Il y a 180 policiers nationaux de Metz qui vont être démobilisés pour les JO pendant juillet et pendant août. Nous, police municipale, on est une police de proximité. On doit être dans les quartiers, on doit être auprès des Messins et on n'est pas là pour effectuer les missions régaliennes. Mais on va contribuer à pallier au manque d'effectifs pour pouvoir assurer la sécurité des Messins. En échange de cette action, le syndicat revendique une prime à hauteur de 1 500 €. Celle-ci est jugée injustifiée par le maire de la ville, François Grosdidier. Ils ne travailleront pas plus et n'auront pas moins le droit de prendre leur congé payé pendant la période estivale. Et par ailleurs, il n'y aura pas moins non plus de policiers nationaux, puisque c'est eux qui ne peuvent pas prendre congé pour assurer à la fois le même service dans les régions et répondre aux besoins supplémentaires des Jeux Olympiques sur Paris. Des propos nuancés par le secrétaire général de l'UNSA suite à des journées de repos gelées et des congés supprimés lors du passage de la flamme. Si il y avait autant de policiers nationaux de disponibles, quel est l'intérêt de nous rapatrier et de rapatrier la totalité des effectifs le 27. Pour éviter que la situation ne s'embrase, un dialogue s'ouvrira dans les prochains jours entre le syndicat et la mairie de Metz. Regardez, c'est un nouvel outil pour lutter contre la fraude au covoiturage. Certaines voies sont réservées aux covoitureurs et leur permet notamment un gain de temps. Mais ce dispositif se heurte à certaines dérives, notamment, vous allez le voir, en Haute-Savoie. De nombreuses personnes en profitent de manière illégale. Alors en réponse, un nouveau dispositif a été instauré. Kezia Poudou s'est rendue sur place pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. C'est une barrière un petit peu particulière qui est située à la douane de Tonnet-Vallard à Gaillard. Car pour l'ouvrir, une seule condition, être au moins 2 dans le véhicule. L'objectif est de filtrer les autosolistes. Nous avons constaté donc, depuis l'installation en 2018 de la voie de covoiturage que la fraude était en augmentation. Et donc on a voulu récompenser les covoitureurs en installant un système pédagogique. En 2018, lorsqu'on a installé la voie de covoiturage, il y avait donc uniquement 2 voitures sur 10 qui empruntaient la voie de covoiturage en fraude. En 2024, on était à 9 voitures sur 10 qui empruntaient la voie de covoiturage en fraude. Donc on a dû travailler pour trouver un système pour traiter ce phénomène. Une barrière a donc été installée 27 mètres après la caméra. C'est des systèmes qui fonctionnent avec une caméra infrarouge qui prend plusieurs clichés de la voiture pour essayer de voir à l'intérieur de la cabine. Les clichés sont anonymisés à la source, floutés, silhouettés, de manière à ce qu'on ne puisse jamais reconnaître les passagers du véhicule. Et ces clichés sont ensuite envoyés à un système d'intelligence artificielle, un réseau de neurones qui va après faire le comptage des personnes pour essayer de voir si le véhicule est éligible, s'il est covoitureur ou pas. Le principe est simple, si vous êtes seul dans votre véhicule, la barrière restera fermée et il faudra donc rejoindre les 2 autres voies de circulation. Une bonne nouvelle pour les covoitureurs qui devraient circuler de façon plus fluide, car pour rappel, la douane de Tonnet-Vallard est utilisée par plus de 22 000 véhicules par jour et le quart d'entre eux la traverse entre 6 h et 9 h.
Et puis retour dans ce journal sur la plus grande course d'endurance du monde. Regardez ces images qui avaient lieu le week-end dernier. C'était évidemment les 24 heures du Mans. Pour sa 92e édition, la course a été marquée par une nouvelle victoire éclatante de Ferrari avec sa voiture numéro 50. Une victoire qui restera gravée dans les mémoires, d'autant que cette édition 2024 fut celle de tous les records. Plus de 300 000 personnes étaient présentes sur le circuit. Et puis comme toujours, les 24 heures du Mans ont attiré leur lot de célébrités. Cette année, les spectateurs ont pu apercevoir le champion du monde de football, Zinedine Zidane, parmi les invités prestigieux. Et puis direction le Grand Est dans ce journal avec ce petit coin de paradis. En 40 ans, ce couple passionné de botanique a transformé son terrain en un véritable jardin exotique. Ensemble, ils cultivent des centaines de plantes venues des 4 coins du monde. Et l'endroit est si joli qu'il est régulièrement ouvert au public. Regardez cette visite guidée que nous propose Gueltas Philippe de notre partenaire Puissance TV sur place. Depuis qu'ils se sont installés ici, ils chérissent leur bout de terre de 2500 mètres carrés. Mon père, il faisait paître des animaux. 2 extensions plus tard, le terrain d'aujourd'hui, 7000 mètres carrés, est nettement plus fourni, le résultat de 40 ans de passion libératrice. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a été mon jardin a été mon sauveur dans mon parcours de vie. C'est apaisant, c'est créatif aussi, voilà. Ça, ouais. Et puis sa ressource. L'occupation de fin de semaine est devenue avec l'âge une passion pour laquelle il ne compte plus les heures, ni même les kilomètres. Ce boulot que vous avez là, qui est présent là, on est allé le chercher à Bourg-en-Bresse. On a quand même fait 700 km aller-retour pour aller chercher un arbre. Le couple de retraités est rapidement devenu expert en botanique, captivé par la flore de toute la planète, comme ce conifère d'Amérique latine. Leur jardin, ouvert à la visite depuis 2001, est aussi pensé comme un lieu d'échange et de partage. D'avoir ouvert le jardin public, surtout ceux qui maintenant qui est passionné, c'est qu'on en tire des choses. On en tire des informations. Et on donne des informations. Et des relations aussi. Et des relations. Oui. On a des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en France, qu'on rencontre aujourd'hui. L'association que le couple a fondée permet à Françoise et Alain de vendre les boutures de certaines plantes rares et ainsi transmettre leur passion du jardin. Et puis c'est une autre exposition du côté d'Aix-en-Provence que je vous propose de regarder avec nous. Jean Daret, un de nos grands peintres français du XVIIe siècle, a marqué la ville par son art religieux. Son pinceau a laissé une trace sur de nombreux monuments aixois et son chef-d'œuvre, longtemps inaccessible au public, est désormais visible dans un hôtel particulier. Immersion dans les coulisses avec Rudy Dahan pour notre partenaire La Provence. Regardez. C'est peut-être l'artiste le plus visible sur Aix-en-Provence et pourtant l'un des moins mis en avant jusqu'à présent. Jean Daret a illuminé le XVIIe siècle par ses peintures religieuses et d'apparat, présentes dans de nombreuses églises, cathédrales et hôtels particuliers de la ville et de la région. Il était donc logique de mettre en avant cet artiste d'origine belge qui a marqué Aix de son empreinte. Alors il y a des expositions que l'on met longtemps à préparer. Et donc c'est le cas pour cette exposition, parce que cet artiste, depuis le XVIIe siècle, n'avait pas eu une exposition monographique qui lui soit consacrée. Ensuite, c'est une exposition qui demandait beaucoup de restauration, beaucoup de préparation. Faire en sorte que les collectivités, beaucoup de villes, de villages qui possèdent dans leurs églises de ces tableaux, acceptent de les faire restaurer, trouvent le financement pour les restaurer. Donc ça voulait dire de convaincre à la fois ces collectivités, mais aussi les monuments historiques qui subventionnent lorsque les œuvres sont classées ou inscrites. Parmi les traces laissé par Jean Daret, son chef-d'œuvre monumental était jusqu'alors caché au public. Cet escalier, en trompe-l'œil, à l'hôtel de Château-Renard vient tout juste d'être restauré et pourra désormais être présenté sous son meilleur aspect. Le baron de Château-Renard, quand il a fait reconstruire son hôtel particulier, n'avait pas la place de faire un jardin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait peindre un jardin. Donc on le voit derrière nous, avec cette succession des espaces qui vient sans doute d'une inspiration italienne. Et on voit aussi que l'escalier semble plus grand grâce à ce jeu d'espace. C'est un artiste en fait, qui mérite une étude, mais comme toute la période baroque en fait, aixoise, qui est très riche. Mais on voit, je pense que grâce à l'exposition aussi au musée Granet, que c'est un artiste de très grande qualité, qui a su aussi adapter des influences de l'art contemporain de plusieurs sources. L'exposition Jean Daret sera visible jusqu'au 29 septembre prochain au musée Granet, comme dans de nombreux lieux de la ville et de la région.
Voilà, et puis terminons ce journal à Limoges, en Nouvelle-Aquitaine, avec une chorégraphie inédite basée sur le patrimoine et les savoir-faire limousins. Avec plus d'une centaine de participants, ce projet est une véritable mosaïque humaine, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des élèves d'école primaire aux étudiants du collège, en passant par les personnes âgées, tout le monde est réuni pour partager la joie de la danse. Ce sont des chorégraphies vibrantes qui racontent des histoires et des scènes colorées qui prennent vie grâce à l'énergie des danseurs de tous les âges. Une célébration de la diversité, de l'unité, où chaque participant apporte sa touche unique dans la bonne humeur. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.